Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de succession écologique. Donc on va voir ensemble quel est ce processus, comment tout ça fonctionne. On est encore à la station de biologie des Laurentides, donc on va en profiter aujourd'hui pour surtout regarder la composante arborée, donc les arbres, et puis on va aussi voir en revue un certain nombre d'écosystèmes présents dans les paysages ici dans les Laurentides. Donc qu'est-ce que la succession écologique? Hop là. Il y a des mouches. Hop, hop. J'ai pas mis assez de... Yes. Donc, qu'est-ce que la succession écologique? La succession écologique, c'est l'ensemble des événements qui vont se produire dans l'histoire d'un écosystème depuis la colonisation initiale d'un lieu donné jusqu'à la constitution d'un écosystème mature que l'on va appeler en général climatique. Donc il y a deux types de succession écologique. La première, la succession primaire et la succession secondaire. La succession primaire, c'est un événement qui va se passer uniquement quand les plantes et les organismes vont coloniser un milieu complètement vierge, dénué d'organismes biologiques. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple ici au Québec après le retrait de la calotte glaciaire il y a environ 11 000 ans ici. Donc à cette époque, la glace se retire et la végétation va commencer à coloniser. Cette phase de colonisation et puis toutes les étapes qui vont conduire aux écosystèmes que l'on observe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une succession primaire. A contrario, une succession secondaire va avoir lieu au même endroit où il y avait auparavant un écosystème. Donc en général, les successions secondaires vont se passer après des épisodes catastrophiques qui sont des perturbations naturelles. Alors les perturbations naturelles, vous en avez de plusieurs types. Celle la plus commune dans les écosystèmes au Québec va être les incendies de forêt. Donc les incendies sont une perturbation naturelle, ils sont parfaitement naturels dans l'histoire des écosystèmes, et ils vont conduire à la destruction totale ou partielle de la biosphère et des organismes vivants. Donc il y a d'autres perturbations naturelles, hein, pensez aux épisodes de volcanisme, aux épisodes de grand vent, aux tornades ou encore aux épidémies d'insectes. Donc l'idée derrière les perturbations naturelles, ce sont des événements qui vont être ponctuels dans l'histoire d'un écosystème. Donc ce sont des événements discrets dans le temps qui conduisent toujours à la destruction totale ou partielle des organismes. Donc perturbations primaires et secondaires sont différentes dans la mesure où pour la primaire, vous colonisez un milieu complètement vierge. Dans la succession secondaire, les végétaux vont coloniser un milieu qui était auparavant végétalisé, et donc il va rester nécessairement de la matière organique au sol, ou encore des semences en dormance par exemple au niveau des sols. Donc la colonisation va être différente et la succession va être différente. Alors pour décrire la succession écologique et le processus, il y a plusieurs modèles qui existent. Le premier modèle auquel on pense est le modèle de Clements, qui a été développé en 1916 par un botaniste du nom de Clements, et c'est ce qu'on va appeler la succession clémentienne, ou encore ce qu'on va appeler le modèle de relais floristique. Alors ce modèle de relais floristique postule qu'après une perturbation naturelle, eh bien, il y a les premières espèces végétales qui vont coloniser le milieu, c'est ce que l'on va appeler les espèces pionnières, puis ensuite ces espèces pionnières vont être séquentiellement remplacées par d'autres espèces qui vont être de plus en plus compétitives et qui vont de mieux en mieux exploiter le milieu. Donc Clements postule vraiment l'idée de remplacement, c'est-à-dire que les espèces se remplacent entre elles pour arriver à un stade ultime que l'on appelle le stade de climax ou le stade climatique, qui finalement est plutôt un stade théorique plutôt qu'un stade réellement atteint, car tous les écosystèmes, et on va le voir, sont toujours dans un état dynamique, et puis il y a toujours une perturbation naturelle qui vient rebooter, si vous voulez, le système. Un peu plus tard, en 1954, un autre botaniste nommé Egler va proposer un autre modèle pour expliquer la succession, et c'est ce que l'on va appeler le modèle de composition initiale. Donc selon Egler, après une perturbation naturelle, notamment après une perturbation secondaire, hein,
lors d'une succession secondaire, donc c'est-à-dire après un incendie par exemple, eh bien toutes les espèces vont être présentes en même temps au début de la succession, mais elles vont pas toutes s'exprimer en même temps. C'est-à-dire que, en premier lieu, ça va être les espèces pionnières qui vont avoir l'opportunité de pousser et de coloniser le milieu, et ensuite, ça va être, au fur et à mesure que le temps passe, ça va être les espèces de type plus compétitrices qui vont coloniser le milieu et qui vont devenir importantes. Donc pour Egler, tout le monde est présent au début, mais la succession des événements va se faire en fonction des capacités propres des espèces à tolérer ou à ne pas tolérer la compétition. Alors, bien d'autres auteurs ont élaboré sur les modèles de succession. Je pense par exemple à Tillman dans les années 70 ou alors Connell. Ce qu'il faut retenir à l'heure actuelle, je pense, c'est que la succession écologique est un phénomène qui est tout de même complexe. C'est un phénomène qui va à la fois avoir de la succession de Clements et à la fois des éléments de la succession de Egler. Bien que la succession soit un phénomène complexe qui fait intervenir beaucoup d'organismes et qui fait intervenir beaucoup de relations entre les organismes, c'est quand même un phénomène qui est prévisible. C'est-à-dire que la chose qui est par exemple la plus prévisible, c'est que au début de succession, vous allez toujours avoir des espèces pionnières et à la fin de succession, pour les écosystèmes qui tendent vers la maturité ou qui tendent vers le climax, eh bien vous allez avoir des espèces de plus en plus compétitrices. De la même manière, à partir du moment où le temps passe après une perturbation naturelle, eh bien les processus écologiques vont tendre à devenir de plus en plus complexes. Par exemple, si on prend les réseaux trophiques, eh bien les réseaux trophiques vont devenir de plus en plus complexes au fur et à mesure que le temps passe après une perturbation naturelle. Donc ça, c'est aussi une caractéristique de la succession écologique. Donc il y a bien d'autres éléments d'écologie à prendre en compte pour bien comprendre la succession écologique. On ne va pas faire le tour aujourd'hui. Je voulais surtout profiter de l'occasion pour vous montrer un certain nombre d'écosystèmes. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller voir des écosystèmes qui sont plutôt dans une phase de début de succession, jusqu'à des écosystèmes qui sont plutôt en phase de fin de succession, et d'essayer de voir quelles sont les espèces qui les composent et quelles sont les caractéristiques de ces espèces. Donc ici, on est dans un écosystème assez jeune, un écosystème de début de succession. La première chose que l'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie lumineuse qui arrive au sol. La canopée est assez ouverte et cet écosystème va être composé principalement d'espèces pionnières. L'espèce majoritaire que l'on voit, que vous voyez derrière moi, c'est le bouleau blanc, Betula papyrifera ou bouleau à papier. Et le bouleau à papier, au Québec, est une espèce de début de succession. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va coloniser le milieu juste après une perturbation, notamment perturbation par le feu. Alors ces espèces pionnières vont avoir diverses caractéristiques. La caractéristique principale va être une stratégie écologique de type petit R. Les stratégies écologiques de type petit R, ce sont des stratégies où les plantes vont faire un grand nombre de graines de très petite taille qui vont être aisément dispersées par le vent. Donc cette stratégie-là va permettre à ces espèces pionnières de, après une perturbation, couvrir rapidement une grande superficie ou de se disperser très bien et de pouvoir coloniser très bien des milieux ouverts ou des milieux où il y a très peu de compétition. Une autre espèce pionnière caractéristique de ces milieux jeunes, de début de succession, ça va être les peupliers. Donc la plupart des peupliers sont des arbres de début de succession. Ici, le peuplier qui est en canopée, c'est le peuplier à grandes dents. Donc ces arbres ici sont les arbres les premiers à s'installer après incendie. Donc ici, les arbres que vous avez sont des arbres qui datent du dernier incendie dans les années 1920. Donc l'écosystème que vous avez derrière moi est une chaînée à chêne rouge, Quercus rubra. Alors, on est sur un sommet de colline et la canopée est largement dominée par le chêne rouge. Donc le chêne rouge ici va avoir un stade de mi-succession, on va dire mi-succession, ou encore un stade successionnel un peu ambigu.
En fait, pour tout vous dire, le chêne rouge, lui, va avoir des caractéristiques d'espèce de début de succession, c'est-à-dire que c'est une espèce qui va notamment bien régénérer après les incendies et qui va avoir besoin d'incendies pour régénérer. A contrario, c'est aussi une espèce qui a des caractéristiques d'espèce de fin de succession, c'est-à-dire une espèce qui va avoir déjà une longue durée de vie. Le chêne rouge peut vivre dans les 400 voire 500 ans ou un peu plus, donc une espèce longévive et une espèce qui investit énormément dans la reproduction. C'est-à-dire que le chêne rouge va faire des très grosses graines, des glands, et en petit nombre, c'est-à-dire qu'il va vraiment investir dans la reproduction. Et ça, c'est réellement une caractéristique d'espèce de fin de succession. Selon où on se trouve, va pouvoir très bien être occuper des phases de début de succession et à d'autres endroits occuper des phases de fin de succession. Donc, si on devait tout moyenner, eh bien, on pourrait dire que c'est une espèce de mi-succession et que ce type d'écosystème est un écosystème quelque part intermédiaire entre une phase pionnière et une phase plutôt climatique. Donc si vous regardez derrière moi, les chênes que vous voyez sont des chênes qui sont passés au feu dans les années 1920-1923 et ils ont rejeté de souche. C'est-à-dire que l'arbre initial qui était présent en 1920 est mort et c'est au niveau de la souche que l'arbre a fait des rejets et puis a continué à pousser comme ça. Donc ça fait des sortes de bouquets de 2, 3, 4 arbres, 4 troncs, pardon. Et ça, c'est caractéristique d'écosystèmes qui ont brûlé et qui ont rejeté de souche. Donc le chêne rouge est capable de faire ça, et il fait ça abondamment, et c'est pour ça qu'il est adapté aux incendies. Donc si l'incendie revient avant un certain temps, eh bien on pourrait avoir une chaînée, mais par contre si on ne va pas avoir d'incendie pendant une certaine durée, eh bien le chêne rouge va finir par se faire remplacer par une autre espèce qui va être plus compétitrice, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Nous sommes ici dans une une érablière à hêtre, donc un écosystème dominé par le hêtre à grandes feuilles, donc c'est l'arbre que vous voyez ici, Fagus grandifolia. Vous voyez sa feuille ici. Donc le hêtre à grandes feuilles ainsi que l'érable à sucre dans le domaine de l'érablière à bouleau jaune sont des espèces de fin de succession et sont deux espèces qui vont constituer les phases de fin de succession pour les écosystèmes. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont dominer la canopée au fur et à mesure que le temps passe après une perturbation initiale. Donc, pour ces écosystèmes-là, quand je vous disais que le stade climatique était rarement atteint, eh bien, c'est parce que dans les forêts anciennes, dans les vieilles forêts, eh bien, il y a d'autres perturbations qui vont quand même avoir lieu. Et la perturbation principale de ces écosystèmes-là va être le chablis, ou encore la dynamique de ce qu'on va appeler la dynamique de trouée. C'est-à-dire que les vieux arbres vont tomber et vont laisser la place à de plus jeunes arbres ou à des espèces de début de succession. Donc en fait, l'état climatique est toujours un état dynamique et il n'y a pas réellement une stabilité qui n'est jamais atteinte avec les écosystèmes naturels. Donc l'arbre que vous avez ici est un bon exemple. Vous voyez, il y a un rocher qui a été retourné. En fait, il a été retourné probablement par un chablis, donc un arbre s'est couché, et puis par-dessus ce chablis, une espèce de début de succession est venue s'installer, ou une espèce qui a des exigences de lumière plus importantes. Donc voilà, les forêts, même de type de fin de succession, sont toujours des écosystèmes dynamiques qui sont soumis à des perturbations naturelles, des perturbations d'un autre type, qui ne sont pas nécessairement des incendies, mais tout ça demeure dynamique. Donc voilà, on est ici dans une érablière à sucre et à bouleau jaune. Donc on est dans l'écosystème de fin de succession typique du domaine de l'érablière à bouleau jaune. Donc vous voyez derrière moi des gros bouleaux jaunes avec plusieurs érables à sucre. Un sous-bois dominé par de la viorne bois d'orignal qui laisse présager que c'est un milieu assez riche. Donc voilà, ça c'est l'écosystème typique des Laurentides, et si on devait résumer, théoriquement,
tous les écosystèmes devraient s'en aller dans cette direction au fur et à mesure que le temps passe après une perturbation. Donc on va voir un peu plus tard que c'est pas nécessairement la réalité et que les écosystèmes très anciens, les très vieilles forêts, divergent avec notamment une présence très importante des conifères, dont le pin blanc, la pruche et l'espèce la plus longévive qui est le cèdre. Dans le domaine de l'érablière à bouleau jaune, donc l'érable à sucre et le bouleau jaune vont dominer les forêts au fur et à mesure que le temps passe après perturbation. Néanmoins, je vous ai dit que les choses n'étaient pas si simples et que vous pouvez avoir une certaine diversité. Et ici, vous avez un bon exemple d'un écosystème très ancien, d'une très vieille forêt, donc composée d'espèces de fin de succession. Il s'agit d'une île au milieu d'un lac qui n'a pas été touchée par les incendies et donc qui est très vieille. Donc on va voir de quoi cette île est constituée, on va voir quelles espèces constituent cet écosystème. Donc un écosystème parmi les écosystèmes les plus anciens que l'on puisse trouver ici au sud du Québec dans la forêt laurentienne. Ces vieilles forêts, ces vieux écosystèmes sont intéressants à plusieurs titres. En premier lieu, c'est des écosystèmes avec énormément de biomasse, que ce soit de la biomasse vivante ou alors de la nécromasse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bois au niveau du sol. Donc ce sont des écosystèmes avec énormément de stock de carbone. Et c'est des écosystèmes qui sont aussi très diversifiés. Par exemple, sur cette île, qui n'a pas subi les feux en 1920, vous avez plusieurs espèces de conifères. Vous avez du cèdre, donc Thuya occidentalis, vous avez du pin blanc, Pinus strobus, vous avez de l'épinette rouge, vous avez de l'épinette blanche, vous avez également des mélèzes, vous avez un grand nombre de feuillus, érable rouge, bouleau blanc, bouleau jaune, donc énormément d'espèces qui cohabitent. Vous avez même du hêtre. Donc ces écosystèmes-là sont vraiment des hotspots de biodiversité et sont très importants à ce titre. Ces vieilles forêts ou ces forêts sur des îles vont être souvent caractérisées par la présence de cet arbre qui est le cèdre, Thuya occidentalis. Donc ces arbres ici, certains ont plus de 300 ans, entre 300 et 400 ans. Donc ce sont des arbres qui commencent à être un peu âgés. Ils peuvent venir plus vieux que ça, c'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 900 ou 1000 ans au Québec. Néanmoins, voilà, c'est des écosystèmes qui vont être dominés, où le thuya va être très présent parce que c'est une espèce typique de fin de succession, c'est une espèce très longévive, et donc le caractère longévif est vraiment un caractère d'une espèce de fin de succession. Un autre paramètre important dans ces vieilles forêts, ça va être le sol. Donc vous voyez ici, je suis dans un pédon, vous voyez qu'on a des sols organiques qui sont très épais. Ici, l'horizon organique que j'ai derrière moi fait au moins une quarantaine de centimètres d'épaisseur. Donc dans ces vieilles forêts qui n'ont pas été touchées par les incendies, eh bien l'incendie ne va pas avoir consumé une partie de la matière organique au sol, et donc vous allez avoir des horizons organiques très importants, et donc des stocks de carbone très importants dans le sol, et le processus et le fonctionnement de ces écosystèmes ne va pas être équivalent à d'autres écosystèmes qui sont à un stade plus jeune dans la succession. Donc l'épaisseur des sols et les sols sont aussi un paramètre très important à prendre en compte quand on veut caractériser ces vieilles forêts ou ces vieux écosystèmes. Donc voici une vue typique de ces vieux écosystèmes, de ces vieilles forêts, des vieux cèdres de plus de 300 ans, des vieux érables à sucre, des vieux bouleaux jaunes, du bois mort au sol, des sols organiques très épais, et puis une densité de végétation assez importante, beaucoup plus importante que dans les autres érablières et dans les autres écosystèmes, et un arbre emblématique qui est le pin blanc, ici, que vous voyez ici, on voit son tronc. Donc les pins blancs ont été beaucoup coupés dans les années 1900 au 19e et au 20e siècle. Il en reste assez peu des gros individus, mais il en reste quand même. Donc voilà aujourd'hui pour cet aperçu des successions écologiques et un petit aperçu de la diversité des paysages et des écosystèmes
dans les Laurentides et dans les érablières. Donc voilà, on a vu certains des stades de succession, on les a pas tous vus forcément. Il y a des choses, il y a encore de la diversité là derrière, et on va continuer à voir ça pendant le cours de terrain. Pour ceux qui voudraient aller plus loin en écologie, je donne un cours qui s'appelle Dynamique des écosystèmes en janvier prochain. Donc c'est un cours de cycle supérieur, mais si vous êtes par exemple au cheminement au nord, je pense que vous pouvez prendre un cours de cycle supérieur. Donc dans ce cours-là, on voit toute la théorie écologique et on voit comment appliquer toutes ces théories en écologie. Donc voilà pour aujourd'hui. On se voit bientôt pour un prochain épisode encore ici à la station de biologie des Laurentides. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.